Les nombres décimaux. À l'échelle des inventions en mathématiques, les nombres décimaux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, et surtout son écriture décimale, sont apparus très tard dans nos civilisations occidentales. En effet, ce sont d'abord les fractions qui furent inventées pour des notions de partage, d'échanges commerciaux, de rapports de longueur ou d'arpentage. L'arpentage étant une technique de mesure de la superficie des terres, en particulier des terrains agricoles. Vers 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, certaines fractions apparaissent déjà sous forme de symboles graphiques, un 120e, un 60e, un 30e, un 10e et un 5e. De 1800 à 1600 avant Jésus-Christ, la civilisation babylonienne utilisait une écriture dite cunéiforme, en forme de coin, due aux techniques de gravure sur des tablettes en argile, qui permet de représenter des nombres mais également certaines fractions. Le système de numération est sexagésimal, base 60, et combine le principe additif et le principe de position. Le choix du nombre 60 est sans doute le fait qu'il a beaucoup de diviseurs, 1 fois 60, 2 fois 30, 3 fois 20, 4 fois 15, 5 fois 12 et 6 fois 10 font 60, ce qui lui fait donc 12 diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. En comparaison, le nombre 100, que l'on retrouve dans notre système décimal, n'en a que 9. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 et 100. Nous avons hérité des Babyloniens l'usage de diviser les heures en 60 minutes, et chaque minute en 60 secondes, mais également de diviser la circonférence d'un cercle en 360 degrés, 6 fois 60. Les nombreux diviseurs de 60 permettent donc de représenter facilement les fractions, un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un douzième, un quinzième, un vingtième, un trentième ou un soixantième. Dans cette écriture, les fractions se représentent avec des dénominateurs de 60 ou 3600, c'est-à-dire 60 fois 60, comme nous, avec l'équivalent dans notre système décimal pour 10 fois 10 sans la centaine. Sur la carte, donc Babylone se situe près de Bagdad, dans l'actuel Irak. Dans l'écriture babylonienne, il n'existe que deux symboles, le clou vertical et le chevron. Les 9 premiers chiffres se représentent par répétition de clous verticaux, c'est le principe additif. 10 est représenté par le chevron. Pour écrire les nombres de 11 à 59, on répète les symboles autant de fois que nécessaire. Le nombre 60 se représente à nouveau par le clou. Voyons sur un exemple le principe de position. On a sur ce pictogramme un clou suivi d'un chevron. Le clou étant placé à gauche, il est dans la classe des soixantaines, donc 1 fois 60. Et le chevron qui vaut 10 unités à droite, donc 10 fois 1, soit un total de 70. Alors que, si nous plaçons d'abord le chevron et ensuite le clou à sa droite, comme nous l'avons vu dans le tableau précédent, le chevron vaut 10 unités et le clou vaut 1 unité, soit un total de 11. Donc on voit bien que la position détermine la quantité ici 70 ou 11. Les chiffres les plus à gauche représentent les plus grandes valeurs. Exactement comme dans notre système décimal. 734, c'est 7 centaines, puis 3 dizaines, et enfin 4 unités. Il existe un inconvénient à cette écriture cunéiforme car des confusions sont possibles. Si nous reprenons l'exemple précédent, le chevron suivi du clou, nous avions obtenu 11, mais ce chevron placé à gauche peut être considéré dans la classe des soixantaines et valoir cette fois-ci 10 fois 60. Et le clou toujours 1 unité, soit un total de 601. Donc 11, 601, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Toutefois, ce système n'empêchera pas les astronomes d'effectuer les calculs sophistiqués lorsque plusieurs interprétations sont possibles. Le contexte leur permet en général d'évaluer
un ordre de grandeur du nombre et d'éviter ainsi la confusion. Un dernier exemple pour les nombres entiers. J'ai pris le soin ici de séparer les classes pour éviter toute confusion. Alors à gauche, nous avons un chevron qui vaut 10, suivi de 2 clous, ça fera donc un total de 12, et nous sommes ici dans la classe des 60 x 60, c'est-à-dire 3600. Pour le symbole au milieu, nous avons 3 chevrons, donc 30, plus un clou 31, nous sommes ici dans la classe des soixantaines, donc 31 x 60, et enfin, 2 chevrons et un clou tout à droite, donc 21 unités. Ce qui nous donne 12 x 3600, plus 31 x 60, plus 21, soit un total de 45 080. Ce système s'applique aux entiers comme aux fractions. Pour le premier symbole, nous avons 3 chevrons, donc 30. Donc si on parle de fraction, nous avons 30 soixantièmes, ce qui correspond à une fraction simplifiée à 1 demi. Ensuite, deuxième symbole à droite, nous avons un chevron et 5 clous, donc 15 au total, donc 15 soixantièmes, simplifié 1 quart. Exemple suivant, un clou suivi de 3 chevrons. Alors un clou, c'est donc ici placé à gauche, c'est une soixantaine, plus 3 chevrons de 10, donc 30, soit un total de 90, donc 90 soixantièmes, ou alors 1 plus 30 soixantièmes en décomposition, ce qui représente la fraction simplifiée 3 demi. Sur le dernier exemple, nous avons 2 clous placés à gauche, donc 2 soixantaines, 120 suivi de 2 chevrons de 10, donc 20, 120 et 20, 140, donc 140 soixantièmes. Ou alors en décomposant, nous avons 2 clous, donc 2 unités, plus 2 chevrons, 20 soixantièmes, ce qui donne en fraction simplifiée 7 tiers, etc. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Égypte, les scribes écrivent les nombres sur des papyrus sous forme de hiéroglyphes. Les Égyptiens utilisent un système de numération en base 10, reposant également sur le principe additif, c'est-à-dire autant de symboles que la quantité qu'on veut représenter, mais par contre on va perdre le principe de position. Les symboles sont les suivants. Nous avons le bâton, qui représente une unité, la dizaine représentée par la anse, la spirale représente la centaine, 100, la fleur de lotus, 1000, le doigt 10 000, le tétard 100 000, et le dieu agenouillé 1 million. Exemple pour les entiers. Alors si on représente 5 bâtons et 3 anses, ça nous fait un total donc de 5 unités, plus 3 x 10, 30 unités, soit un total de 35. Ce même symbole représenté dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par dessiner 3 anses, et 5 bâtons nous donnera également 35. Donc nous n'avons pas ce principe de position. Les Égyptiens ne représentaient que les fractions de type 1 sur n, fractions dites unitaires, en plaçant le symbole de bouche au-dessus du dénominateur. Des exemples. 3 bâtons surmontés d'une bouche, donc 3 bâtons c'est 3, la bouche donc nous détermine la fraction 1 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers. Une anse vaut 10, donc avec la bouche au-dessus, ça nous donnera 1 sur 10, c'est-à-dire 1 dixième. Exemple suivant, nous avons ici 9 bâtons, donc 9 unités, plus 3 anses, donc 30, et 2 spirales, 2 x 100, 200, soit un total de 239. Et la bouche au-dessus, donc 1 sur 239, 1 239e. Certaines fractions disposent de symboles spécifiques, comme ici 1 demi et 2 tiers. À propos des fractions égyptiennes, il existe un épisode sanglant de la mythologie. Seth, le dieu de la violence et incarnation du mal, arracha l'œil d'Horus, dieu à tête de faucon et à corps d'homme. Cet œil, qui est appelé Oudja, Seth le partagea en 6 morceaux et les dispersa à travers l'Égypte. Thoth, le dieu magicien à tête d'ibis, reconstitua l'œil, symbole du bien contre le mal. Chacune de ces 6 parties symbolise une fraction de numérateur 1 et de dénominateur 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Mais la somme de ces parts n'est pas égale à 1, l'œil entier.
Toth accordera le 64e manquant à tout scribe recherchant et acceptant sa protection. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs possèdent un système de numération alphabétique et apportent des progrès non négligeables à l'écriture fractionnaire des nombres. Pour eux, un nombre est nécessairement associé à une grandeur géométrique. Leur conception du nombre rationnel s'accorde ainsi à un rapport de longueur. Bien que leur notation soit un peu lourde, les Grecs effectuent des calculs fractionnaires compliqués. Certaines fractions unitaires sont notées par le symbole correspondant au nombre du dénominateur muni d'un ou deux accents. Par exemple, un tiers se note gamma avec un accent. Gamma qui correspond pour nous à la lettre C en minuscule de notre alphabet, qui est équivalent ici au nombre 3. D'autres fractions se notent par le numérateur marqué d'un accent suivi du dénominateur marqué par deux accents. D'autres encore possèdent un nom qui leur est propre. Archimède, de Syracuse, note par exemple la fraction 10/71e utilisée dans son approximation du nombre pi par iota, omicron, alpha et un accent. Dans son étude de la musique, Pythagore de Samos aurait également usé des fractions. Une légende raconte à ce sujet comment Pythagore a posé les bases de la musique. Dans une forge, Pythagore écoute résonner une enclume frappée par des marteaux de masses différentes et comprend que les différences de résonance de l'enclume répondent à une loi mathématique. Il montre par exemple qu'à partir d'un Do, une corde 2 fois plus courte permettrait d'entendre un Do élevé d'une octave. Une corde 3 fois plus courte donnerait un Sol, etc. Diophante d'Alexandrie, considéré comme le père de l'algèbre, 3e siècle de notre ère, commence à utiliser une notation qui place le dénominateur en exposant du numérateur. Une petite anecdote le concernant. Il est également connu pour son épitaphe, sous forme d'un problème attribué à Métrodore, vers 500, permettant de trouver l'âge de Diophante d'Alexandrie à sa mort. Ce problème partage la vie de Diophante en parties inégales, représentées par des fractions, et permet de calculer la durée de sa vie. Voici le problème en abrégé. L'enfance de Diophante occupa un 6e de toute sa vie. Le 12e fut pris par son adolescence. Après une nouvelle période équivalente au 7e de sa vie, il se maria. 5 ans plus tard, il eut un fils. La vie de ce fils fut exactement une demi de celle de son père. Diophante mourut 4 ans après la mort de son fils. Avant les Arabes, les savants indiens utilisent une notation proche de la nôtre, mais sans la barre de fraction. Bhaskara note couramment les fractions en surmontant le dénominateur du numérateur. Au Moyen-Orient, la notation fractionnaire avec la barre est un héritage des Arabes. En 1427, Al-Kashi, astronome de Samarcande, donne une définition des fractions décimales, expose leur théorie et montre comment décomposer toute fraction en somme de fractions décimales. Al-Kashi détaille les techniques opératoires en expliquant qu'en utilisant les fractions décimales, les opérations sur les fractions se ramènent à des opérations sur les entiers. Il conçoit également des tableaux de conversion de fractions décimales en fractions sexagésimales, antérieurement utilisés par les Babyloniens. En Occident. Dès le XIIe siècle, le traducteur anglais Adelard de Bath utilise dans sa traduction du perse Mohamed al-Khwarizmi le mot fractionnes, kasser en arabe, pour signifier rompu ou fracturé. Au Moyen Âge, en Europe, les fractions sont en effet appelées nombres rompus. Au XIVe siècle, le mathématicien français Nicole Oresme emprunte la notation des fractions avec barre due aux Arabes dans son ouvrage sur les calculs et les exposants fractionnaires, Algorithmus Proportionum. C'est dans ce même ouvrage que sont définis pour la première fois les termes numérateur et dénominateur. En 1579, un autre Français, François Viette, incite l'usage des fractions décimales devant les fractions sexagésimales. En mathématiques, les soixantièmes et les soixantaines
doivent être d'un usage rare ou nul. Au contraire, les millièmes et les milles, les centièmes et les centaines, les dixièmes et les dizaines doivent être d'un usage fréquent ou constant. Pourtant, l'usage des fractions sexagésimales sera maintenu en astronomie durant le XVIe siècle. Avec les fractions décimales, le flamand Simon Stevin donnera naissance aux nombres décimaux, dont l'écriture en ligne sera plus commode pour les calculs. Donc c'est au Belge Simon Stevin qu'on attribue la découverte des nombres décimaux. Et ceci pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'il semble que Stevin ait conçu sa théorie indépendamment des travaux antérieurs réalisés par les savants arabes. Ensuite, parce que le système de Stevin s'est répandu de façon très rapide et a été adopté en une dizaine d'années. L'ouvrage de référence s'intitule L'Addisme. Stevin l'a écrit en 1585 sous la forme d'une petite brochure de 36 pages. Il note par exemple le nombre 89,532, 89 avec un petit 0 entouré, suivi d'un 5 avec le petit entouré, du 3 avec un petit 2 entouré, et du 2 suivi d'un petit 3 entouré. L'avantage de cette écriture est d'éviter les calculs lourds de fractions pour se ramener aux règles opératoires d'arithmétique utilisées sur les entiers. Une addition se pose de la manière suivante. En 1592, un Italien, Giovanni Antonio Maggini, propose une notation proche de la nôtre avec un point, 89.532, pour séparer la partie entière de la partie décimale. Cette notation est encore utilisée de nos jours dans les pays anglo-saxons et également en informatique. En 1595, le Suisse Jost Bürgi fait surmonter le chiffre des unités par un petit rond, ici au-dessus du 9. Et finalement, c'est au début du XVIIe siècle que le néerlandais Wilbrord van Roeren Snell, aussi connu sous le nom de Snellius, puis l'écossais John Napier, utiliseront désormais la virgule dans l'écriture des nombres décimaux. 89,532. Le système métrique sera, quant à lui, définitivement adopté après la Révolution française.